The day progressed, we learned that it was a family, and that these were people who were coming from Johnson City for a convention of the Jehovah's Witnesses back to Knoxville. And then I'll just never forget the moment we found out that the survivor was Peter Lillylid, a little boy. They found him in his mother's arms, and he has not yet fully recovered, but is living a productive life. And then we covered the trial, and it lasted for weeks, and we heard as they began to talk about this was a satanic ritual, and that's just what escalated it for Greene County people. They were just devastated this had happened right there. It gripped East Tennessee for a better part of a year, that trial, and then afterward I got a chance to interview some of them in the jail, and they were blaming each other, but some of them were so young, it was very clear they had no idea that they were going to jail for the rest of their lives. And again, we're going to hear from one of them, Karen Howell, later on this month as she goes back to jail, and there she is, and try to, say, I had no idea. I was in that van. I didn't intend to. I never pulled a trigger, and now I'm in jail for the rest of my life because of it. Le 6 avril 1997, dans le comté de Greene, au Tennessee, États-Unis, les 4 membres de la famille Lillylid, le père Vildar, 34 ans, Delphina, la mère, 28 ans, leur fille de 6 ans, Tabitha, et le petit dernier, Peter, 2 ans, sont faits enlever et exécuter. Un vrai massacre. Et ce forfait a été commis par un groupe de jeunes. Je vous invite donc à découvrir leur histoire. De passage, je souhaite un très joyeux Noël et bonne année à tous ceux qui passeront par ici. Ça risque d'être un peu long. Installez-vous bien et sans trop tarder, allons-y. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle affaire. Vilda Lillylid est née et a grandi dans la ville de Bergen en Norvège. En 1985, il déménage aux États-Unis. 4 ans plus tard, Vilda fait la connaissance d'une Américaine nommée Delphina Zelaya à une convention de dénomination des témoins de Jéhovah. Très vite, ils ont sympathisé et de fil en aiguille, ils se sont mariés et ont eu 2 enfants, Tabitha et Peter. Le couple est fervent, croyant et éduquait leurs enfants dans la crainte de Dieu. Ce sont des gens bien et sans histoire. Pour mieux comprendre la suite logique de cette affaire, il faudra vous présenter les protagonistes qui sont au nombre de 6 personnes âgées de 14 à 20 ans au moment des faits. La première personne en liste est Natasha Cornett. Elle avait 18 ans au moment des faits. Issue de la classe prolétaire et produit d'une liaison, elle a grandi dans l'extrême pauvreté avec sa mère. Natasha quittera l'école très tôt. Elle tombera dans la drogue et l'alcool. À ses 14 ans, elle sera arrêtée pour vol et condamnée à 1 an de probation. Après cette peine, elle sera encore arrêtée pour avoir agressé et menacé de mort sa mère, accusation qu'elle refutera. Âgée donc de 17 ans, Natasha se mariera et le mariage ne durera que 10 mois. La seconde personne en liste est Edward Dawn Mullen. Il a vécu avec ses parents, n'avait pas de casier judiciaire ni d'antécédents criminels. Malgré le fait qu'il a laissé ses études, il travaillera dans une épicerie pendant 2 ans où il rencontrera Natasha Cornett qu'il avait prévu d'épouser. Son comportement changera de tout lorsqu'il a rencontré Natasha, déclarera ses parents et amis plus tard. Il avait 19 ans au moment des faits. La troisième personne en liste est Crystal Strogel, avait 18 ans au moment des faits. Elle a fait son enfance avec sa mère, est une très bonne élève, n'avait pas d'antécédents criminels, mais elle aurait accusé son beau-père d'agression sexuelle et ira vivre avec sa tante dans le Kentucky où il se liera d'amitié avec Edward. Crystal critiquait souvent son ami sur sa relation avec Natasha.
La quatrième personne est Joseph Lance Rusner. Lui aussi était un très bon élève avec de très bons rendements, du moins jusqu'au divorce de ses parents. Dès lors, il commencera à boire, à prendre de la drogue, des LSD et du marijuana. Il finira tant bien que mal le collège où il rencontrera sa petite amie Karen Howell et son amie Natasha Cornett. Il avait 20 ans au moment des faits. Et la cinquième personne en liste n'est autre que la petite amie de Joseph, Karen Howell, 17 ans au moment des faits. Son enfance à elle sera marquée par des disputes très violentes de ses parents. Elle dira avoir subi des agressions sexuelles de la part d'un de ses oncles et un cousin. Elle s'automutilait, a un penchant pour la magie et la sorcellerie. Elle buvait et se droguait avec son petit ami et Natasha Cornett. Une fois même, elle essaiera de se suicider par overdose et mutilation. La dernière personne et la plus jeune d'entre eux est Jason Bryan, 14 ans. Il était très faible intellectuellement, réagissait comme un enfant de 11 ans. Il buvait, se droguait et lui aussi avait rencontré Natasha un peu avant les faits. Présentation faite, continuons donc. Alors, c'est ainsi que le 6 avril 1997, ce groupe de jeunes aussi instables les uns que les autres se sont mis d'accord pour quitter leur vie routinière dans le Kentucky, fuir la pauvreté pour se rendre dans la Nouvelle-Orléans. Ils auront près de 1200 km à parcourir. Ils ont pris la voiture de Joseph Rusner. En route, ils se rendent compte que la voiture n'était pas assez bien pour parcourir tous ces kilomètres. Alors, ils décident donc de voler une voiture tous ensemble. Et c'est justement sur un aire de repos qu'ils rencontreront la famille Lillida qui revenait d'une convention. C'est Vildar, le père de la famille, qui engagera la conversation avec les jeunes pour leur parler de la foi et de ses opinions religieuses. Puis, Rusner a fait sortir son âme et a dit « Je suis désolé, mais on a besoin de votre fourgonnette et vous devez nous suivre. » Vida va beau les supplier en leur offrant son portefeuille et la clé du véhicule, mais les jeunes insistent, ils doivent les suivre. Sous les menaces, la famille n'a donc pas eu d'autre choix que de suivre le groupe de jeunes gens. Les enfants étaient paniqués et pour essayer de les calmer, Delphina s'est mise alors à chanter, ce qui énervera Brian. Puis Rusner les dirigera sur une route isolée et déserte. La famille a été sortie du fourgonnette alignée, puis abattue par balle. Après, ils vérifieront et verront qu'ils sont toujours en vie, puis referont feu encore avant de quitter les lieux tout en prenant soin de retirer la plaque de leur ancien véhicule et laisser pour morte la famille. Ils s'arrêteront en Géorgie, puis abandonneront leur projet de la Nouvelle-Orléans, puis mettent le cap sur le Mexique. La famille ne sera découverte que quelques heures plus tard par la police locale. Malheureusement, Vildar et Delphina sont morts sur le coup. La petite fillette décédera à son tour à l'hôpital. Seul le petit Peter avait survécu. Après plusieurs opérations, 2 jours après les meurtres, le groupe d'amis sera arrêté au Mexique pour être rentrés illégalement et seront rapatriés aux États-Unis. Leur véhicule sera fouillé. Ils étaient en possession des affaires de la famille Lillida. La voiture sera identifiée comme appartenant à la famille. Ils seront arrêtés et mis en prison en attendant leur procès. Pendant l'investigation, le légiste dira que Vidar a reçu 6 balles de 2 différentes armes dans plusieurs parties du corps, notamment la tête, la poitrine, le ventre. Et c'est la blessure à la tête qui lui aurait été fatale. Delphina, elle autre, a reçu 8 balles d'une calibre 25 et d'un 9 mm qui lui ont littéralement brisé les os, la rate et les reins. Elle n'était pas morte sur le coup, mais sûrement de douleur. Elle aurait agonisé à peu près 25 minutes avant de mourir. Tabitha aurait reçu une balle à la tête qui lui a causé une mort cérébrale immédiate. Un de ses oncles autorisera le don de ses organes pour qu'elle puisse sauver d'autres vies par sa mort.
Quant au petit dernier, il aurait reçu 2 balles, une dans le cou et l'autre dans la tête. Bien qu'il ait survécu, il aura du mal à marcher et sera aveugle d'un œil à jamais. Au procès, les jeunes passeront leur temps à s'accuser l'un et l'autre. Seul Brian admettra avoir tiré. Pour leur éviter la peine de mort, le procureur chargé de l'affaire leur offrira un accord selon lequel, s'ils plaident coupables, ils y échapperont. À la peine de mort, bien sûr. Ils seront tous reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à 3 peines de prison à vie plus 25 ans supplémentaires. 24 ans sont passés depuis, les coupables demeurent toujours en prison et je pense qu'ils y pourriront. Malheureusement, c'est ainsi que se termine cette bien triste affaire. Prendre autant de vies juste pour une voiture, c'est inadmissible et incompréhensible. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle affaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer.